Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. I'll say a few words in English, just in case some people here don't speak fluent French. Et ensuite, l'événement en lui-même va être en français. Welcome, everyone. It's really wonderful to see so many faces here. My name is Mark, and I work in our data centers and energy team. So Jan is our first speaker, and we're really delighted to have such an important speaker. So without further ado, we're going to start the program with a short trailer of the Human documentary realized by Yann Arthus-Bertrand, and then I'll invite Anne-Gabrielle to formally introduce Yann. Thanks very much. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist. He wasn't an insurgent. He wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني إذا أنا قتلت بيك أو خيك وما في قانون حسبني؟ بتسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. Sumulin panin mo, lady Nino. Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition parisienne des Talks at Google. Donc, nous sommes forcément extrêmement honorés, heureux d'accueillir Yann Arthus-Bertrand pour cette première édition parisienne. Nous ne pouvions espérer mieux, Yann Arthus-Bertrand étant aussi bien un homme engagé que passionné et partage de nombreuses valeurs communes que celles que nous partageons tous chez Google. Donc nous ne pouvions vraiment espérer mieux que d'avoir ce parrain pour cette première édition à Paris. Journaliste, photographe, explorateur, réalisateur engagé, parmi vos nombreuses vies, vous avez vécu au Kenya pour observer une famille de lions. Vous avez même dirigé une réserve animalière et vous avez même appris à piloter une montgolfière. C'est ainsi dire combien vous allez jusqu'au bout de vos engagements. Vous êtes aujourd'hui reconnu comme un photographe et réalisateur extrêmement engagé. Vous utilisez tous les jours votre regard de photographe et la puissance de l'image pour interpeller le grand public et donner à tout à chacun l'envie d'agir concrètement pour prendre soin de notre planète et promouvoir le vivre ensemble. Et Dieu sait si ce n'est pas un vain mot de nos jours. En 2005, vous avez créé la fondation Good Planet pour porter ensemble l'ensemble de vos programmes et de vos actions qui s'attellent à la protection de notre planète de façon exhaustive, mais très concrète, en sensibilisant les citoyens à la façon dont ils peuvent agir au quotidien. Vous vous intéressez à l'alimentation, l'agriculture, aux déchets ou encore à la consommation d'énergie.
Vous êtes avec Lucien Clergue, l'un des 2 photographes élus à l'Académie des Beaux-Arts en 2006, à l'occasion de la création d'une nouvelle section consacrée à la photographie. Alors, chers Googleurs, vous ne le savez peut-être pas tous, mais le lien qui unit Google et Yann Arthus-Bertrand est profond et remonte à de nombreuses années, on peut dire 10 ans déjà, puisque Yann a séduit les Googleurs aussi bien en France qu'aux États-Unis par la puissance de ses images et la force de son storytelling. Nous nous sommes donc mobilisés depuis une dizaine d'années pour pouvoir l'accompagner dans ses différents projets et donner une caisse de résonance numérique à ses projets et toucher une audience toujours plus large dans le monde entier. Tout d'abord, ça a été que le projet La Terre vue du ciel, puisque nous avions été séduits bien sûr par la beauté des images, par le message qui était porté, l'universalité du projet. Nous avions événementialisé notre soutien en intégrant une couche spécifique, un layer à cette époque dans Google Earth, qui permettait finalement de retrouver les 500 photos de Yann directement sur Google Earth. Puis ça a été l'aventure du film Home, qui a été diffusé de façon historique et en simultané sur YouTube en 5 langues, au cinéma et à la télévision, repensant ainsi totalement la chronologie des médias. Finalement, le projet Human en 2015, et là nous sommes allés encore plus loin, ça a été une mobilisation vraiment transatlantique des États-Unis jusqu'à la France. Non seulement le film a été diffusé sur YouTube, sur Google Play, mais en même temps dans les salles. Et nous avons également permis à tous les internautes d'aller plus loin dans la découverte du film, et notamment dans tout un certain nombre de capsules et de témoignages tout aussi poignants les uns que les autres, en découvrant les coulisses du projet sur la plateforme Google Art and Culture. 6 expositions interactives qui ont présenté la jeunesse du film, les anecdotes, différents personnages qui ont permis finalement d'œuvrer et à la concrétisation de ce projet, et le making-of de ces magnifiques vues aériennes, et bien sûr tous les enjeux de la création musicale, son créateur étant ici parmi nous. Yann, encore une fois, un immense merci d'être ici. Je vous laisse la parole immédiatement pour présenter votre prochain projet. C'est à vous. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment je suis parti des Lions pour arriver jusqu'à un projet qui s'appelle Woman. Alors ça, c'est une photo que vous connaissez tous, qui est devenue un peu l'emblème. Tiens, il y a le livre, j'ai vu qu'il y avait un livre à dédicacer qui est là. Et c'est une photo que j'avais faite, et quand on avait fait le travail de La Terre vue du ciel, on ne savait pas quoi mettre en couverture, et en fin de compte, c'est celle-là qui s'est imposée, et c'est devenu une photo célèbre, alors qu'elle n'était pas du tout, même dans mes archives et même dans mon cœur. Alors moi, à 30 ans, avant, je dirigeais une réserve zoologique. Et à 30 ans, mon rêve, c'était de... mon idole, c'est Jane Goodall. Vous connaissez Jane Goodall ? Voilà, c'est une femme incroyable, qui est une scientifique, qui est la première à travailler sur les chimpanzés. Et c'est vraiment la première qui a travaillé d'une façon très différente, c'est-à-dire qu'elle étudiait en étant sur place. Elle avait fait un livre très très connu qui s'appelle « Les chimpanzés et moi ». Et j'étais complètement obsédé par son travail. Et quand j'ai quitté cette réserve à 30 ans, j'ai décidé de passer un doctorat sur le comportement des lions. Alors en France, ce qui est formidable, c'est même si vous n'avez aucun diplôme, vous pouvez passer un doctorat, vous n'aurez pas le droit d'aller à l'université, vous ne pourrez pas renseigner, mais vous aurez un vrai titre de docteur. Moi, j'avais fait 14 écoles, je n'étais pas très bon. J'étais un testeur d'école. Et j'ai vraiment voulu devenir scientifique. Et donc, je suis parti avec ma femme, qui s'appelle Anne, au Kenya. Et c'était une période incroyable de ma vie. J'ai construit cette maison. C'est génial de construire sa maison soi-même avec des Africains. On était au bord de l'eau. On avait les hippopotames, les éléphants qui se baignaient tous les jours. Voilà. Je découvrais ma femme qui a déjà 2 enfants. J'étais très amoureux. Et c'était magnifique. Une maison en bambou. Et ma femme, on avait beaucoup tous les Maasai qui étaient autour de nous venaient parler avec nous tous les jours. Et moi, on travaillait beaucoup avec eux. Et donc, tous les jours, on suivait une seule famille de lions au Kenya. Ça, c'était le lion qui était Prudence, qui était le lion qui était le plus connu, le mâle. Et tous les jours, on suivait une famille de lions. Alors, vous passez des heures dans la voiture à les surveiller, à les photographier. Et je n'étais pas vraiment photographe, mais j'avais compris que la photo donnait une information très différente de celle de l'écriture. Moi, ça m'arrangeait parce que j'écris très mal. Et donc, ma femme écrivait, et moi, j'avais l'autorisation de mon maître de thèse de faire ce doctorat en photo. C'est vraiment les lions qui m'ont appris la photographie. Je ne connaissais pas grand-chose à la photo.
même si je faisais mes photos et je les découvrais que 6 mois ou 1 an après, parce que je travaillais en Kodachrome, qui était un film très particulier, qui était développé qu'à Paris. Donc on passait 10 mois là-bas et après on découvrait nos films. C'était un lion qui était dans la chasse. Ça, c'était la lionne qui était vraiment notre lionne préférée parce qu'elle avait pris en charge tous les petits lionceaux. C'est une photo intéressante parce que, est-ce que vous savez comment on reconnaît les lions? Quelqu'un sait ça? Quand vous avez une centaine de lions sur lesquels vous travaillez, comment vous les reconnaissez? Vous les reconnaissez en comptant les poils de moustache. Vous voyez, chaque lion avait des cicatrices et les petits poils qui étaient en ligne. Et comme ça, voilà une fiche de cette lionne-là, avec tous, on avait comme ça une centaine de fiches, mais surtout les fiches de groupes sur lesquels on travaillait. Un moment passionnant, c'est une photo assez connue que j'ai faite et que je n'avais pas vue, que cette photo, et qui est devenue une photo très connue, très représentative de mon travail. Et bien sûr, j'ai découvert cette photo que 6 mois après, quand je suis rentré en France, je n'avais pas du tout vu que je l'avais faite. Un moment formidable, parce que je découvre certainement la beauté évidente. Quand vous passez 3 ans dans le Kenya, à travailler sur les animaux, c'est la beauté, elle vous appelle, elle vous attrape. J'ai appris la patience. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Et tous les matins, j'emmenais les pilotes, les touristes en ballon, voir les animaux. Je leur disais, ça c'est un éléphant, ça c'est un lion. Et surtout, quand vous faites comme moi un travail comme ça de comportement, vous connaissez le territoire parfaitement. Et donc je me suis aperçu que vu du ciel, immédiatement, il avait une caractéristique très très différente de ce que je voyais de ma voiture. À cette époque-là, il n'y avait pas Google Earth. Et donc, toutes les photographies... Aujourd'hui, la photographie aérienne est quelque chose de très commun dans notre vie au quotidien, parce que tout le monde connaît sa maison. Voilà, on le voit même quand on fait sur le GPS dans sa voiture. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc, vraiment, la photographie aérienne a vraiment transformé ma vie. Et voilà. Et donc, tous les matins, je connaissais tous les cailloux, tous les rochers, Vraiment, c'est un petit territoire qui faisait vers une trentaine d'hectares que je connaissais par cœur et je le survolais en ballon tous les matins. Et tous les matins, je découvrais quelque chose. Je disais aussi à ma femme, les lions sont là, parce que la lion, on n'avait pas de collier radio. Je disais à ma femme où étaient les lions. Alors là, je rentre en France et tout de suite, tous les journaux s'intéressent à mon travail. C'était l'époque des années 80, la grande époque de la photographie. Vous savez que la France était vraiment le royaume de la photographie. Les grandes agences photo étaient françaises. Gamma, Sigma, Sipa, Magnum, qui a pratiquement tous a disparu aujourd'hui, à part Magnum. Et immédiatement, je publie dans Paris Match, je publie dans Géo, et je dis, je ne vais pas devenir scientifique, je vais devenir photographe, c'est bien plus sympa, je gagne bien ma vie, je vais pouvoir me balader. Je ne soutiens pas la thèse. Ma femme devient styliste, et moi, je fais ma vie de photographe. Et dans les années, donc je deviens photographe, je fais beaucoup de choses. Je faisais même le Paris-Dakar, je faisais Roland-Garros, mais surtout quand même beaucoup de choses sur la nature et sur l'engagement. Du moins, en tout cas, je voyage, j'essaie d'expliquer le monde. Et en les années 92, il y a une grande conférence à Rio, qui est la première COP, juste après Kyoto, sur l'environnement. Et là, je décide de faire un très grand travail sur la Terre. Pendant 8 ans, j'ai survolé, je me dis, je vais raconter le monde. Et je ne pensais pas que ce travail allait véritablement transformer ma vie. Transformer ma vie, pourquoi? Parce que d'abord, la Terre est une œuvre d'art incroyable. Même si je le savais un petit peu, je me rends compte que véritablement, c'est quelque chose de magnifique. En plus, j'essaye, à travers mes photos, chaque fois, de comprendre ce que je photographie. Et j'essaye surtout d'expliquer ce que je vois. Là, par exemple, c'est la Grande Barrière de Corail. Si vous commencez c'est une photo intéressante, il y a un petit hélicoptère qui vous montre l'échelle de la photo, mais surtout, quand vous lisez de l'information scientifique, vous savez que 50% aujourd'hui du corail, de barrière corail a disparu à cause du changement climatique. Donc vous voyez cette photo d'une façon différente. Et tout mon travail, bien sûr, est basé là-dessus. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. Vous avez les nuages, vous avez l'eau bleue qui arrive de la mer, l'eau verte qui arrive de la terre, vous avez le sable blanc de la barrière de corail et vous avez un petit bateau qui vous donne l'échelle. La photographie aérienne ressemble énormément à la photo par microscope. Donc vous savez, c'est Pascal qui disait l'immensément grand ressemble à l'infiniment petit. Et c'est vrai, et c'est complètement vrai. Et bien sûr, je survole le monde en essayant de comprendre. Ah, c'est la forêt là, Guyane. 20% des espèces connues sont en Amazonie. Et aujourd'hui, encore cette année, c'est des chiffres récents, 13 millions d'hectares de forêts primaires sont déforestés tous les ans. 13 millions d'hectares, c'est énorme. Donc chaque fois, la photo, la beauté, et qu'est-ce qu'on a à dire derrière? Déforestation au Bornéo pour l'huile de palme.
Alors, l'huile de palme, bien sûr, c'est une huile très importante, c'est l'huile la plus consommée au monde, et il y a beaucoup de pays en voie de développement qui en ont besoin, c'est beaucoup de calories, mais on peut se poser des questions. Là, c'est à Bornéo, c'est des forêts primaires qui ont été, bien sûr, déforestées. Le graphisme, très très important dans mon travail, je recherche en permanence le graphisme, et c'est quelque chose qui m'excite le plus, quand je fais des photos. Même encore aujourd'hui, je suis excité comme un gosse quand je vois des choses pareilles. Ça, c'est des filets qui sèchent en Corée, des vieux filets sur lesquels ils mettaient ils font sécher, vous savez, pour faire le sushi, on met des petites des algues vertes, ça sèche dessus. En Égypte, vous voyez, ça c'est une photo que j'adore, que j'ai faite il y a très très longtemps, dans les années 80. C'est les dattes qui sèchent des arbres. Quand elles sèchent, elles sont jaunes sur l'arbre, et en séchant, doucement, elles deviennent marron. Ça vous fait une espèce de patchwork de couleurs incroyable. Le lac Baïkal, la plus grande réserve d'eau douce au monde, avec une glace qui est à 80 cm, avec des craquements sur la glace magnifiques, une véritable œuvre d'art. Et ça, par exemple, c'est un petit endroit, ça doit faire 5 mètres sur 3 en aérien, où je fais des photos très 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 larges, très très loin, ou très très près avec l'hélicoptère, ça me permet de descendre et de monter. Ça, c'est en Islande, et c'est l'eau qui descend des glaciers, qui est très très bleue. C'est l'eau qui est très chargée de sédiments, qui est très très bleu ciel. C'est des bleus absolument incroyables, avec l'eau rouge du fer. L'Islande étant un des plus beaux pays au monde à voir. Si vous voulez aller en vacances, un bel endroit, allez en Islande. Alors, je travaille aussi beaucoup avec des télés. Donc voilà, très gros télé, moyen télé, grand angle. Grand angle, moyen télé et très télé. Voilà, donc vous voyez, on travaille le même endroit d'une façon différente, dans mon hélicoptère, avec plusieurs objectifs. Photo que j'ai faite encore il y a très très longtemps, au Tsavo, très symbolique de mon travail. Le graphisme. Mais derrière cette photo, on va parler des éléphants. Vous savez qu'il y avait 20 millions d'éléphants au début du siècle dernier. Aujourd'hui, ils sont 450 000. Et les scientifiques parlent d'une inexorable disparition des éléphants. C'est pas 450 000, c'est 350 000, excusez-moi. 10% chaque année sont tués. Un éléphant est tué toutes les 20 minutes. Et c'est incroyable de penser qu'il y a tant d'années qu'on en parle. Il y a tellement d'argent qui a été investi sur la protection des animaux, qui est devenu vraiment un symbole. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'ivoire, aujourd'hui, vaut plus cher que de l'or en Chine. Donc, c'est absolument... Ils viennent de signer un accord avec les Chinois, j'espère que ça va tenir. Et puis surtout, on travaille avec des armes de guerre. Aujourd'hui, les gens arrivent avec des jeeps, des mitrailleuses, à une vingtaine, et donc c'est impossible de les empêcher, tous les éléphants. Et en plus, il y a la démographie qui fait que les éléphants n'ont plus dérangent tout le monde parce qu'il y a des cultures partout. Donc toujours la photo, la belle photo, mais derrière, qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que je vais dire ? Bien sûr, vous comprenez qu'on ne peut pas rester indifférent en voyant tout ça, et bien sûr, on devient activiste. À quoi sert mon travail s'il ne sert pas à dénoncer quelque chose ? Les Flamands à Nakuru au nord du Kenya, ils étaient 800 000 quand j'ai fait cette photo. Aujourd'hui, ils sont plus que 200 000. Et pourquoi ? À cause de la pollution. Pourquoi la pollution ? À cause des fleurs. Les fleurs que vous consommez ici l'hiver en France viennent pratiquement tous Chili, Éthiopie, Kenya. Et on met beaucoup de pesticides. Il faut éviter d'acheter des fleurs l'hiver. Tous les fleurs que vous consommez l'hiver viennent d'avions d'ailleurs. Et avec une énorme pollution. En même temps, ça donne du travail aux gens. Voilà. L'Islande, un pays magnifique. C'est une photo comme ça. J'étais avec un scientifique dans l'hélicoptère et il m'expliquait qu'aujourd'hui, avec la surpêche, les fous de bassin vont de plus en plus loin chercher de la nourriture. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Alors, ce qui était rigolo, c'est que j'avais vu cette photo un jour dans un bistrot en Bretagne. Je m'étais arrêté et je disais, je faisais le malin au bar. Tiens, c'est moi qui ai fait la photo. Il me dit, mais regarde, c'est quoi ? Je dis, c'est l'Islande. Il me dit, mais c'est tout petit comme pays, l'Islande. Alors, les baleines, là, il y a des beaux chiffres. Évidemment, la baleine franche, il y a beaucoup de nombre de baleines qui reviennent. Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de l'homme sur la Terre. Et même à travers les beautés de paysages, je parle de ça. Et là, ça, c'est d'Oulan-Bator. Même les yurts, les bidonvilles. Toutes les semaines, vous avez 3 millions de personnes qui rejoignent les villes. C'est incroyable comme chiffre. 3 millions de personnes toutes les semaines. Et 75% des gens vivront dans les villes en 2050. Un bidonville en Équateur, un des plus grands bidonvilles du monde, à Guayaquil.
est un peu la même chose, mais ce n'est pas un bidonville, c'est un Denver aux États-Unis. Et ce qui est intéressant de la photographie aérienne, c'est que vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez comment les gens vivent, vous comprenez comment ils se transportent, vous comprenez... on comprend énormément de choses très très vite. Ça, c'est un Tucson, Arizona. C'est toujours moi qui m'intéresse un peu à l'humanité. Est-ce que vous savez la somme de l'argent dépensé tous les ans pour les armes militaires? Ça, ce sont les B-52 qui bombardaient le Vietnam. C'est véritablement des engins de mort épouvantables. Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un ici connaît la somme des dépenses militaires tous les ans? Combien? 1600 milliards. Et on a demandé 20 milliards de dollars des Nations Unies pour des projets humanitaires qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Ils n'en ont eu que 50%. C'est un chiffre quand même qui nous fait réfléchir. Ça, c'est une photo qui est très symbolique pour moi. Je l'avais fait à Damas, juste avant la Révolution. Et on comprend en voyant cette photo qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde. Aussi bien le réfugié qui est en Éthiopie que la personne qui habite là. Il sait ce qui se passe. Donc évidemment, les mentalités changent. Et bien sûr, si on n'a pas de liberté, on veut se battre. Je vous le fais bref, je vous le fais vite là. On m'a dit d'aller vite. La fonte des glaces, c'est le passage nord-ouest près des Resolute Bay. Quand vous volez avec les pilotes d'hélicoptères au Canada qui vous expliquent que d'année en année, ils voient la glace fondre, là, vous ne posez même pas de questions, vous n'avez même pas la peine de lire ce qui est, les textes des scientifiques. Les pilotes d'hélicoptères qui volent là-bas le voient en permanence. Une montagne, est-ce que vous la reconnaissez? Les neiges éternelles, Hemingway, le Kilimandjaro, exactement. Le Kilimandjaro sans glace. Alors, il y a aussi le changement climatique, mais aussi une évolution naturelle. Ils perdaient de la glace tous les ans, mais c'est une photo qui m'a beaucoup impressionné. Le oil sand au Canada. Alors souvent, la pollution, c'est un peu le problème, c'est que la pollution, c'est extrêmement beau, c'est magnifique, mais c'est vraiment de la merde. Alors, ça, c'est les feedlots aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, toute la viande que vous mangez, c'est-à-dire que quand vous volez comme ça, vous survolez à la terre, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Et moi, j'avais vu ça par hasard, je ne savais même pas que ça existait. J'avais senti l'odeur de très loin, c'est près de Los Angeles. On a été très emmerdés quand on a filmé d'en haut cet endroit-là parce qu'on a été en procès très longtemps. C'est ce qu'on appelle les feedlots. Toute la viande aux États-Unis, les animaux viennent 3-4 mois dans ces endroits, parce que souvent, c'est des animaux qui sont élevés dehors dans les ranchs. Et après, on les pousse en hormones. Et on les nourrit au maïs. Maintenant, dans le monde entier, on fait ça aussi en Argentine, ce qu'on appelle les feedlots. Et c'est pour ça que la viande est bien meilleure et plus tendre, mais en même temps, c'est épouvantable. Pour une petite info, si vous voulez faire quelque chose pour la planète, mangez moins de viande. Dadaab, est-ce que vous connaissez Dadaab? Le plus grand camp de réfugiés au monde. Est-ce que vous savez où il est? 450 000 personnes. Au nord du Kenya, à la frontière somalienne. Les problèmes des réfugiés m'ont toujours passionné et intéressé. On a beaucoup parlé dans Human. Quand vous êtes dans un camp de réfugiés, quand vous êtes né là-bas, parce que des camps de réfugiés qui existent depuis ceux-là, c'est des tentes récentes, mais on voit bien, il y en a d'autres, ce n'est pas des petites maisons. Vous n'avez pas de nationalité, vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas le droit de travailler. C'est très compliqué d'être un réfugié dans ces endroits-là, surtout aujourd'hui, entre la guerre entre la Somalie et le Kenya. C'est des camps qui sont entièrement barricadés et très dangereux. Toujours le graphisme. Et c'est vraiment une chose qui me passionne toujours, c'est ce que les paysans me dessinent sur le sol pour moi, pas que pour moi, mais... Et là, vous voyez le travail, vous comprenez quel est le travail de cette personne, vous comprenez énormément de choses sur cette photo. Les femmes qui travaillent en Inde, souvent en Inde, c'est les femmes qui travaillent. Et dans Human, on avait fait un très joli reportage, une interview d'une femme qui disait, vous vous rendez compte, il y a les maçonneuses-batteuses qui arrivent, je n'aurai plus de travail. Et pour elles, c'était le drame de voir des machines à moteur arriver parce qu'elles n'ont pas de terre, elles n'ont rien. Leur seul travail, c'est de travailler dans les champs. Un petit chiffre, 50% du travail du monde est fait par les femmes et entre 1 et 2% des propriétés appartiennent aux femmes. 50% du travail, 1 ou 2% des propriétés du monde. Tombouctou, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas plus aller par là. J'étais l'autre jour avec l'ancien ambassadeur du Mali. Absolument possible d'y aller, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un peu d'eau, vous faites pousser n'importe quoi. C'est absolument incroyable de voir en plein désert un petit champ comme ça, très très vert. 75% des personnes les plus pauvres du monde sont des paysans. Et en hélicoptère, vous les voyez, vous allez vraiment à leur rencontre. Le coton malien, excusez-moi, Côte d'Ivoire,
coton qui est ramassé à la main, qui est bio, et ce coton-là est beaucoup plus cher que le coton américain qui est subventionné, fait à la machine, qui arrive avec des prix très très bas en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que toute cette industrie de coton en Afrique est en train de disparaître. C'est un peu la même chose pour le maïs, d'une façon différente avec le maïs qui est donné. Et en 2000, le livre va sortir et le livre a commencé à avoir un petit succès et on essaye de faire une exposition et aucun musée ne veut nous exposer. Parce que je n'étais pas un photographe en noir et blanc, je ne faisais pas partie d'une élite des photographes. Et donc, avec le Sénat, on invente cette exposition. Il y a des gens qui l'ont vu ici au Sénat. Voilà. Et cette exposition a un succès incroyable. Et vraiment, je l'ai inventée parce que personne d'autre je voulais que ça soit gratuit, que ça soit dehors, mais surtout parce que personne d'autre ne voulait nous exposer. Et cette exposition a été reproduite dans le monde entier. On a fait environ 200 expositions, ou 180 expositions vues par 200 millions de personnes, ce qui donne un énorme succès au livre. Et encore aujourd'hui, c'est un livre qui se vend très bien, qu'on remet à jour régulièrement. Alors là, je rentre en France, je fais de la télévision et j'ai adoré faire de la vidéo. Je dois reconnaître que faire de la vidéo, faire de la photo, c'était un peu la même chose. Je rencontre mon ami Armand Amar, qui est là, derrière. Salut Armand. Et avec Luc Besson et Armand, nous faisons le film Home, que vous connaissez, qui était donc mis sur YouTube. Et on essaye de sortir le même jour dans toutes les télévisions. On essaie d'inventer un nouveau système. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre. Alors, là, il y a une période où je crée ma fondation, je fais de la télévision. Et c'est vrai que j'avais commencé un travail en 2003-2004 qui s'appelait 6 milliards d'hôtes, qui était très fondateur pour moi. Quelqu'un l'a vu, 6 milliards d'hôtes au Grand Palais? Ouais, bah, c'est bien. Et je m'étais arrêté dans un petit village un jour avec des agriculteurs de subsistance et j'avais une panne d'hélicoptère. Et pendant 3 jours, je suis resté avec des gens qui m'ont raconté leur vie. En droit dans les yeux, on était devenus frères, le pilote était parti, ils ont tué une chèvre pour moi, j'ai raconté ma vie, j'ai dessiné ma maison. Et c'était formidable. Et moi j'avais l'ambition de faire une couverture pour le National Geographic. Voilà. Et lui, son ambition, c'était simplement de nourrir sa famille. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce qu'il me l'avait dit en me regardant dans les yeux. Et j'avais compris beaucoup de choses parce que ce qu'il m'avait dit, c'était bien plus fort que si un journaliste ou un scientifique me l'avait raconté. Et il m'avait parlé de son angoisse d'être malade, parce qu'on est malade, on ne peut pas travailler. Son angoisse de pas d'éducation pour ses enfants, en dehors du monde complètement. L'angoisse de la météo, il avait été quémandé, c'était son mot, des semences pour l'année suivante. Véritablement, c'était une vie très très dure, très difficile, alors qu'on était frères. Voilà, j'avais passé un moment formidable avec eux. Je ne les ai jamais revus, je n'ai jamais retrouvé l'endroit. Il n'y avait pas de GPS à cette époque-là. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et donc, je faisais des petites fautes. Quand je faisais
des photos en hélicoptère. Je me disais, mais je voyais un petit gars qui marchait, mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Qu'est-ce qu'il va me dire qui va me rendre un peu plus intelligent? Et donc, j'invente ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres. Je travaille 6 mois. Au bout de 6 mois, je cherche un mécène. Et je dois reconnaître qu'Olivier, qui est là, la BNP, c'est un projet quand même d'aller faire parler les gens comme ça autour du monde, qui était un peu compliqué. Et vraiment le mécène historique de ce projet. Et donc, on fait 6 milliards d'autres. On fait l'expo au Grand Palais, qui est un grand succès. Et c'est vrai que j'en avais un petit peu marre de parler de la glace qui fond, de la déforestation. J'avais envie de faire un film qui parle d'amour, en fin de compte, qui parle de ce qui est pour moi le plus important, de vivre ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on a on a travaillé sur Human. Et ce qui est très différent aussi, je voulais dire, c'est que faire un film, ça ne se fait pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec vous. C'est vraiment un travail collectif. Ah, non, c'est moi. Je ne suis qu'un homme parmi 7 milliards d'autres. Depuis près de 40 ans, je photographie notre planète pour essayer de comprendre la Terre sur laquelle je vis. Alors que l'humanité progresse, j'ai le sentiment qu'on vit toujours dans un monde à 2 vitesses. Plongé dans les inégalités, déchiré par les guerres, on n'arrive toujours pas à vivre ensemble. Aujourd'hui, naïvement, comme un enfant pourrait le faire, j'ai envie de poser une question. Pourquoi ? Pourquoi de génération en génération reproduit-on les mêmes erreurs ? Ce n'est pas dans les chiffres et les statistiques que je cherchais une réponse, mais dans l'homme. Pour moi qui photographie la planète, c'est dans les visages, les regards, les paroles, que je vois aujourd'hui une façon forte de plonger dans l'âme des hommes. Un proverbe dit que les yeux sont le miroir de l'âme, je le crois. Car il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui t'ouvre son cœur. Chaque rencontre te fait avancer. Chaque histoire est unique. En me plongeant dans celle des autres, j'avais envie de comprendre. Avons-nous tous la même soif d'amour, de liberté et de reconnaissance? Dans un monde tiraillé entre la tradition et la modernité, nos besoins immuables sont-ils partout les mêmes? Et au fond, qu'est-ce qu'un être humain aujourd'hui? Quel est le sens de sa vie? Nos différences sont-elles si grandes? Ne partage-t-on pas plus de valeurs qu'on ne le croit? Et si oui, pourquoi est-ce toujours si difficile de se comprendre? J'avais envie de poser toutes ces questions, de parler de l'humanité. Un pari fou, utopiste. Avec mes équipes, nous l'avons pris avec beaucoup d'humilité. Pendant 2 ans, nous avons parcouru 65 pays, filmé la nature et les espaces que l'homme a créés, fait plus de 2000 interviews pour aller à la rencontre des autres. Ceux dont on parle et surtout ceux dont on ne parle jamais. Ceux qui, pour la première fois, racontaient leur vie. J'ai voulu extraire les hommes de leur environnement, ne garder que les visages et la parole. Imaginez un film où la force des mots résonne sur la beauté du monde. Proposer un voyage à travers des paysages, mais surtout à travers des histoires humaines. Dans Human, il n'y a pas de commentaires. J'ai laissé la parole brute, pure. En mettant au cœur du film les mots de l'humanité, la pauvreté, la guerre, l'immigration, l'homophobie. J'ai fait des choix engagés, politiques. Mais les hommes m'ont aussi parlé de tout, de leur difficulté de grandir comme de l'amour ou du bonheur. Et c'est la richesse de toutes ces paroles humaines qui fait le cœur de Human. Alors, bien sûr, Human, c'est un travail énorme. On a fait 2000 interviews dans le monde. On pose toujours les mêmes questions à tout le monde avec les thèmes très particuliers. Le thème de la guerre. Pourquoi est-ce qu'on fait encore la guerre aujourd'hui?
Je vous cite qu'un exemple, parce que ça va être trop long, mais la guerre, on a été au Rwanda, on a été en Centrafrique, on a été au Cambodge, on a été en Ukraine, on a été Israël, Palestine, dans les camps Syrie, en Irak, en Jordanie. Et puis surtout, on a été voir les vétérans aux États-Unis. Et il y a un témoignage très très fort d'un vétéran dans le film. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les jours, il se suicide entre 10 et 15 soldats américains. Il y a plus de soldats américains morts en se suicidant qu'en soldats américains morts au combat. C'est assez incroyable. La guerre vraiment nous rend fous. Donc il y a bien sûr aussi l'homophobie sous les réfugiés. Si vous n'avez pas vu Human, regardez-le. Et il y a quelques interviews qui nous ont beaucoup marqué, qu'on a vu tout à l'heure. Ce que je voudrais vous montrer, c'est Pepe Mujica, qui est le président d'Uruguay, qui est peut-être c'est le seul personnage public qu'on a mis dans le film. D'ailleurs, on avait fait aussi Bill Gates, et on avait fait aussi Ban Ki-moon, qui était un peu vexé de ne pas être dans le film. C'est vrai, on a eu des retours, on a failli... La projection aux Nations Unies n'a pas failli pas avoir lieu parce que Ban Ki-moon n'était pas dedans. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment la seule personne connue qu'on a mis, et vous allez voir, c'est un personnage incroyable. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Je pense que d'être 7 ans en prison tout seul, ça te rend... tu as le temps de réfléchir. Et il me racontait que... Alors il vit dans une petite maison, toute petite maison. Sa voiture officielle, c'est une vieille Volkswagen coccinelle bleue. Il va le matin vendre ses légumes au marché. C'est un type incroyable. Et il faisait partie de ces gens qui avaient envoyé Fidel Castro pour combattre le Condor, l'extrême droite, en Argentine, au Chili, en Uruguay. Et il a pardonné, il a été 7 ans en prison, au cachot tout seul, sans lire un livre. Et ce qu'il me racontait, c'est qu'il parlait aux fourmis. Il m'a dit, vous n'allez pas me croire, mais j'avais les fourmis que je voyais tous les jours qui venaient me voir et je leur parlais. Et je suis sûr que c'est vrai. Quand on est 7 ans dans un cachot, on doit arriver à parler aux fourmis. Alors elle, on est très attaché à elle. C'est les castes des intouchables. Elle vit en Inde. Il y en a 160 millions d'intouchables en Inde. Ils ont vraiment une vie extrêmement particulière et difficile. Si les enfants vont à l'école, le maître d'école ne leur parle jamais. S'ils vont voir la police pour se plaindre, on ne leur parle pas. J'avais vu un sujet sur une bande dessinée dans le journal 21 sur ce village qui m'avait beaucoup marqué, où l'hiver, ils allaient chercher dans les trous des rats, les réserves des rats pour se nourrir. Alors, c'est des gens qui n'ont pas de terre, qui n'ont rien. Les terres appartiennent aux riches propriétaires. Et je suis très fier parce qu'on a été l'interroger. On l'avait enlevé du village pour qu'elle puisse parler avec une vingtaine de femmes. Et quand, aux Nations Unies, en septembre, il y a eu la grande réunion des Nations Unies avec tous les présidents, c'est elle qui a ouvert sur un énorme écran dans la salle principale avec son discours qui est vraiment poignant. तब सरकार का तब दोष आई, नेता का जब दोष आई, जब हमने के 72 बिनू, बिछौना बिनू, बर्तन बिनू, हमने के
जाने हमनी का कल पता नहीं जा अन बिनु कल पता नहीं जा हमार लड़का मुँह तारे सन हमनी का घर नहीं खे दुआर नहीं खे ना हमनी का खेती बा हमनी का देश देश तक कुदारी फौड़ा चला के ले खाता नहीं जा ओ में ले खाता नो में हमनी का एक बार खाता नहीं एक बार हमनी को उपास करता नहीं जा. Bon, il y a un petit bug, c'est pas grave. C'est mon ordinateur, hein, c'est pas tout. Et donc, cette femme hurle. Et c'était étonnant parce qu'elle était très douce quand elle parlait. Et dès qu'on lui a demandé de faire un message, elle s'est énervée. Elle était vraiment, elle dit, on n'a pas de joie de vivre. Très touchant. Alors, je vous dis aussi que le film a entièrement été financé par la Fondation Bettencourt. Grâce à ça, le film est libre de droit. Et vraiment, je les remercie sincèrement. Nous, c'est le film qu'on voulait. Et pour ça que le film est gratuit sur YouTube. Le film est libre de droit dans le monde entier, quoi, quand on peut. Parce que malheureusement, il faut passer par le cinéma pour faire connaître le film. Mais on est libre dans le maximum. Et donc après, quand on a fait un film comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? C'est un peu difficile. Et il était pour nous presque évident qu'il fallait qu'on fasse un film sur les femmes. Parce qu'on avait bien compris qu'en faisant ce travail, que les femmes ne parlent pas comme les hommes sur les choses importantes. Vous allez voir tout à l'heure hein, la présidente d'Irlande. Il y a un bon sens, il y a quelque chose que nous, on n'a pas, en tout cas moi les hommes, et dont je pense qu'on aura besoin dans le monde de demain. Si on regarde le monde de demain et qu'on a avec les yeux ouverts, et qu'on parle de changement climatique, crise économique, réfugiés, on aura besoin de beaucoup plus de féminité à travers les gens qui nous guident. Donc voilà le film que nous préparons en ce moment.
c'est un film que je fais avec Anastasia Mikova, qui était une journaliste qui est avec moi, qui réalise avec moi. Il n'y a pas son nom et ça n'a pas été mis à jour, mais ça devrait l'être. Ce qui est intéressant, alors on a commencé le film, on est encore en recherche de financement, mais on a commencé depuis, on a déjà quelques mécènes. On essaye aussi de trouver des mécènes pour ce film. Et donc on a commencé le film depuis 6 mois. Et c'est formidable comme les femmes parlent. Toutes les femmes, là j'arrive de l'île Maurice où Anastasia est restée pour tourner. Et les gens savaient que j'arrivais et j'ai reçu des mails de femmes qui disaient « Je veux faire partie de votre film, j'ai un truc à dire ». C'est fou comme les femmes ont envie de parler et que les gens qui ont vu Human comprennent que ce film libère un peu la parole. Alors, je vais vous montrer 3 petits trucs qu'on avait montés pour le Women Forum rapidement le mois dernier. L'éducation. L'éducation, les femmes en parlent énormément. Ça, c'est ce qu'on avait fait dans Human sur Dadaab, qu'on n'avait pas mis dans le film et que je trouve très fort. Okay, like my mom was not educated. She was not educated, but she know that with education, everything is possible. So that is why she stood with me, up to the point that she was terribly beaten by my uncles. She didn't want me to get married. She wanted me to continue with my studies, and she never gave up until when she was beaten almost to death, and she had to escape her, and she left me. She ran for her dear life. I don't know whether she's dead or not, but she really wanted me to go to school. Je pense qu'il n'y a qu'une femme qui peut sacrifier sa vie pour que ses enfants aillent à l'école. Une petite prostituée à... Je suis toujours ému en ce reportage. Petite prostituée à Bangkok qui parle formidablement bien de l'éducation. ดิฉันเป็นผู้หญิงกลางคืนก็อยากส่งข้อความให้คุณพ่อคุณแม่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะสบายใจได้เลยตอนนี้หนูทำหน้าที่ของหนูเต็มที่แล้วดูแลน้องได้รักษาน้องได้ให้น้องอยู่บ้านส่งน้องเรียนจะสัญญาว่าจะส่งให้น้องเรียนจนจบไม่ให้น้องลำบากแล้วถ้าน้องจบออกมาก็จะให้เรียนต่อให้กันจบสูงๆเพราะว่าหนูก็ดีใจที่ว่าน้องได้เรียนจบสูงเพราะหนูไม่มีโอกาสได้เรียนถ้ายังไงก็ถ้าน้องจบออกมาก็จะให้เรียนจบให้ได้มากที่สุดจนเอาแบบว่าจนคิดว่าหนูไม่มีปัญญาส่งน้องเรียนจบแล้วก็แค่นั้นค่ะ Elle se sacrifie pour ses frères et sœurs, pour l'éducation. L'éducation est quelque chose qui est très très important, qui est là, dans tous les pays en voie de développement. Tous les gosses, tous les parents parlent d'éducation. Marie-Hélène Marc, qui est la présidente d'Irlande, qui parle du changement climatique de façon que j'aime bien. I'm a grandmother. I love being a grandmother. I'm a real Irish grandmother. I have 5 grandchildren, and they will be in their 40s in 2050. And I think about them and the world of 9 billion people that they will share the world with. And I really feel extraordinarily concerned about what they will say about us. Will they thank us because we did take the brave, ambitious decisions about the Sustainable Development Goals and climate that we need to? Or will they be so angry with us because we didn't we should have understood, but somehow we didn't give the leadership? I hear their voices, and more often than not, they seem to me to be likely to be angry unless we quickly change course. And that's what gets me out of bed in the morning. Alors ça, c'est l'interview qu'on a fait, la plus incroyable qu'on ait faite dernièrement. Elle s'appelle Norma Batistas. C'est une Canadienne et c'est la femme la plus rapide du monde. On dit que c'est elle qui a fait le plus de marathons dans le monde. Je ne sais pas s'il y a des marathoniens qui la connaissent. Et elle a fait, je ne sais pas, 5 ou 6 Ironman ou Ironwoman. Et en fin de compte, cette fille avait été vendue quand elle avait 12 ans au Mexique. Elle était une esclave sexuelle pendant une grande partie de sa vie. Elle est partie au Japon pour faire un travail de mannequin. En fin de compte, c'est la mafia qui l'a emmenée. Elle était dans un bordel pendant des années. Et elle raconte ça. Quand elle vous raconte ça, vous fondez. Et elle n'avait jamais dit ce qui lui était arrivé parce qu'elle ne voulait pas le dire. Et un jour, elle a dit « Je ne peux pas faire autrement que d'en parler ». C'est ce qu'elle va vous expliquer maintenant, pourquoi elle le parle. So I have done so many things in my life that I consider very difficult. I've climbed difficult mountains. I ran across deserts. You know, I've swum 122 miles in the ocean. But standing up and saying I'm a survivor of sexual violence and human trafficking for the first time was the most difficult thing I've ever done.
because saying it makes it more real. Saying out loud, I can't take it back. By denying it, I just hope that if I deny it enough, one day it's going to turn out that it wasn't true. It was a dream. Minimizing it didn't really make it better, but it's a choice that I wanted to make, because the reality of saying it out loud meant that I could never rest one day of wanting to deny it, because I sometimes was able to deny it enough that I could sleep. So now it just hits me in waves. It is a reality. Bien évidemment, le déni est quelque chose de très très fort dans la parole des femmes, et c'est vraiment ça qu'on essaye de refaire sortir. Alors, Anastasia, malheureusement, n'est pas là, elle vous en aurait parlé beaucoup mieux que moi, elle tourne en ce moment à l'île Maurice. D'ailleurs, elle est en vacances, c'est pas vrai, aujourd'hui, elle est en vacances. Et voilà, on a une chance incroyable de faire ce travail qui nous enrichit, qui nous rend plus intelligents. Il y a du chemin à faire. Et ça, c'est le film qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de chercher des mécènes. Et s'il y a des gens avec vous qui veulent nous aider, je voudrais créer avec Google une énorme plateforme sur les femmes. Et je sais qu'avec Raphaël Goumin, que vous connaissez tous, on cherche ici à créer avec Google un intérêt pour avoir des gens qui peuvent nous aider à créer ces plateformes. Donc c'est un message que j'envoie de la part de mon équipe et de Raphaël. Alors au mois à partir du 13 et 14 mai, on ouvre le château de Longchamp. Vous êtes tous invités. C'est 5000 mètres carrés avec 3 hectares. Et là, il y a une école de cuisine qu'on fait avec Ducasse. Il y a la pédagogie pour des enfants. Il y a mon ami Armand Amar met 3000 instruments de musique avec quelqu'un qui est du monde entier où les gens vont pouvoir jouer. On va voir un circuit pédagogique où il y a 1000 choses à faire. Et aussi, on va présenter dans les pièces du haut. On a 2 étages grâce à notre ami de la BNP qui est là et qui nous aide depuis tant d'années. Ça va être gratuit, c'est ouvert à tous. C'est tout ce qu'on n'a pas mis dans Human. On va avoir une vingtaine d'heures qu'on va montrer. Là-bas, c'est un projet extraordinaire. Ça a été donné par la ville de Paris. Et on essaye dans cet endroit, va régner l'amour et la bienveillance, parce qu'il n'y a que l'amour qui sauvera le monde. Merci. Alors, je voulais encore redire que ce travail de cinéma, il est fait avec Fabienne, avec Inès, avec Jessica, toute l'équipe qui travaille avec moi, et surtout Armand Amar, parce que sans la musique, je pense que le cinéma, c'est côté magique, c'est qu'on travaille ensemble. Vous devez connaître ça ici, mais que voilà, tout seul, on n'est rien du tout. C'est vraiment avec la monteuse. On avait imaginé qu'on a donné aux monteuses 2000 heures de film. On disait voilà, il faut faire un film maintenant. On va commencer par l'amour, on va finir par la mort. Débrouille-toi. Vous imaginez le travail incroyable que ça a été. Donc vraiment, c'est un travail qui nous a tous bien sûr rendus meilleurs, mais surtout un travail très compliqué, parce qu'il y a eu 1 an de montage. Et sur le film Woman, alors petite anecdote, je ne travaille sur aucun scénario, on ne sait pas où on va. On a commencé à tourner avec 1 page, alors ça ne se dit pas auprès des producteurs, c'est un peu difficile de trouver de l'argent. Heureusement que les Bettencourt ont été sympas. Et sur Woman, c'est un peu la même chose, on a identifié bien sûr des thèmes. Je vous conseille de lire ce livre qui s'appelle Le milieu du ciel, qui est un prix Pulitzer fait par le New York Times, qui est vraiment la colonne vertébrale du film, mais vraiment on part sans savoir vraiment ce qu'on va mettre dedans. Et je peux vous dire que chaque fois qu'on fait une interview, chaque fois on est étonné par ce que les femmes nous donnent. Je pense que ça va être un film encore plus fort que Human. Voilà, je voulais remercier vraiment toute mon équipe qui est avec moi, parce que sans eux on n'est pas grand-chose. Je ne suis pas grand-chose. Voilà. 1 million de merci Yann. Ça n'a pas été trop long, ça va? Non, mais je crois que ça va susciter beaucoup de questions, après un témoignage aussi généreux. Est-ce que vous avez des questions pour Yann, ici présent? Je sais que c'est compliqué d'enchaîner après une telle présentation, mais c'est le moment d'ouvrir vos cœurs et de poser vos questions. Donc voilà, il y a un micro ici.
Vas-y. J'avais une question sur le film Human. J'ai trouvé le premier témoignage du monsieur African-American qui raconte ce que c'est que l'amour pour lui. Et je voulais savoir comment vous avez choisi ce premier témoignage. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Human, c'est l'histoire de quelqu'un qui est condamné en prison à vie parce qu'il a tué une mère et son enfant. Et en fin de compte, la grand-mère lui pardonne. Et à travers ce pardon, il découvre l'amour. Toute sa vie, il s'est battu avec sa famille, ses parents, ses frères, ses copains. Il comprend que l'amour, en fin de compte, c'est qu'il ne connaissait pas. Et c'est extrêmement émouvant. Alors, c'est très intéressant quand vous faites un film comme ça. Je voulais aller dans le couloir de la mort aux États-Unis. Parce que quand vous êtes condamné à vie, vous êtes condamné à mort. Alors, condamné à mort, on n'a pas eu des bonnes choses du tout, parce qu'ils disent tous qu'ils sont innocents, qu'ils essayent de sauver leur peau. Donc, on a beaucoup de mal à avoir une vraie réflexion sur ce qu'il avait fait. Voilà. Mais quand vous êtes condamné à vie, vous racontez ce que vous avez fait. Et donc, j'avais vraiment voulu aller aux États-Unis, dans cet endroit, le couloir de la mort, et aussi l'endroit où il y avait des gens qui étaient condamnés à mort, pour les faire parler, et des gens condamnés à vie. Et c'est vrai qu'il était assez connu, parce que la grand-mère, elle a créé une association. Quoi. Cette histoire est connue, donc on a été l'interroger. Mais ce qui est formidable, c'est que, comme un acteur américain, on a l'impression qu'il le dit d'une façon tellement belle, et il se met à pleurer. Et pour moi, c'était la clé du film. C'est-à-dire, je me souviens, en Israël, il y avait une Israélienne qui nous disait « Mais de toute façon, je suis israélienne, mais je suis aussi la palestinienne qui va se faire exploser dans une école. Je suis aussi le soldat allemand qui mettait les juifs dans les wagons et dans les chambres à gaz. Voilà, je suis aussi le soldat israélien qui tue un enfant palestinien, et j'ai tout ça en moi. Et moi, j'en suis persuadé qu'on a tout ça en nous. » Donc, c'est vrai, pour commencer le film, c'était important de le dire. Et quand vous voyez l'histoire du monde, comment le monde peut changer, comment est-ce qu'on peut devenir haineux, et très vite, et pourquoi est-ce qu'on fait encore la guerre, c'était vraiment la question qu'on pouvait se poser, comme au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on a essayé de comprendre. On n'a rien compris du tout, mais c'était intéressant d'écouter les gens. Voilà. Le pardon, c'est la clé. Hein. Oui, et je veux bien croire que vos films émeuvent beaucoup le grand public. Je me demandais si vous aviez un retour de la part des politiques, et surtout on est dans un contexte d'élection assez important. Quelles étaient vos relations avec les hommes politiques? Est-ce que vous sentez qu'eux aussi, ça les touche? Si vous voulez, on a présenté le film dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de politiques qui l'ont vu. Juppé m'avait dit, par exemple, il y a un avant et après le film. Donc mais moi, vous savez, là, on a les hommes politiques qu'on mérite. Hein. Les hommes politiques, ils nous ressemblent, ils sont comme nous. Et c'est vraiment un film qui est fait pour toi, pas pour l'homme politique spécialement. Il est fait comme homme politique en tant qu'être humain. Mais Human n'a pas de message. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est que le sens de la vie? Est-ce qu'on veut en donner un? Parce que le sens de la vie, il n'y en a pas. En fin de compte, c'est toi qui décides de donner un sens à ta vie ou pas. Et ce film-là te fait réfléchir à ça, sur ce que tu fais toi de ta vie. Qui a vu Human ici entier? Bon, ça va, c'est bien. Parce qu'il paraît que j'ai un réflexe quand je vois quelqu'un que je ne connais pas, est-ce que tu as vu Human? Et, tout le monde se fout au bureau. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, et j'adore que les gens le voient. Voilà. Et donc, c'est pas... Voilà, aujourd'hui, j'ai été beaucoup dans la culpabilisation, dans les réflexions. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de lobby qui nous oblige à faire des choses. Voilà, il ne faut pas demander aux voisins de faire ce qu'on n'a pas envie de faire soi. Ça commence par toi. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, de ta vie? Et dans le film Human, il y a un petit black qui est dans la rue, à Kinshasa, ce qu'on appelle les enfants sorciers. Ce sont les enfants qui sont éjectés de leur famille parce qu'ils donnent le mauvais œil. Et on travaille beaucoup avec les ONG nous, dans ce genre de film. Et ce petit garçon, quand je lui demande quel est le sens de la vie, c'est compliqué. Hein, je vous pose la question, c'est quoi le sens de la vie, de répondre. Il réfléchit, puis il dit, mais Dieu a forcément une mission pour moi et c'est à moi de la trouver. Et je trouve ça génial de penser qu'on a tous une mission sur Terre et c'est à nous de la trouver. Et que ce n'est pas ridicule d'en avoir une, d'ailleurs, même petit ou grand. Voilà. Donner du sens à sa vie, c'est important. Voilà. D'autres questions? Quel pays n'avez-vous pas encore visité? Quel pays n'avez-vous pas encore visité? Il y a des pays qui sont compliqués, comme la Corée du Nord. Voilà, il y a des pays où on ne peut pas aller, mais j'ai été dans beaucoup de pays. Mais c'est pas comme dans une chambre où tu mets une petite croix sur les pays sur la carte. On ne connaît pas grand-chose, en fin de compte. Parce que pour connaître un pays, c'est connaître les gens, quoi, parler avec les gens. Et on n'a fait que 10 000 interviews, on est 7 milliards, donc, tu vois. Non, je pense que
Voilà, ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est une espèce de chose globale. Mais c'est vrai, quand on fait un film comme ça, il faut qu'on fasse le monde entier, le maximum, soit que c'est des budgets assez élevés, parce que pour avoir une vision globale du monde, quoi. Si on parle de changement climatique, il faut aussi parler de ce qui se passe, bien sûr, en Alaska, en Chine, en Corée. Voilà, c'est vraiment global. Et Home, on avait ça aussi. Il y a très longtemps, je travaille, moi, sur le global depuis les années 90. C'est compliqué et long, mais voilà. Mais j'ai pas de... Voilà. Vas-y. Après autant de rencontres avec des gens qui subissent des choses épouvantables, autant de misère, autant de souffrance, un calvaire en fait. Pour eux, c'est plutôt un calvaire. Comment on peut croire encore, qu'est-ce qui peut faire croire qu'on va s'en sortir et que finalement, pour les 7 milliards d'êtres humains, l'essentiel vivent un vrai calvaire? C'est quoi le... Non mais, ce calvaire, c'est pas exactement le mot. Tu peux rencontrer des gens qui sont agriculteurs de subsistance, qui ont une vie très compliquée et qui ont l'air plus heureux que toi. S'ils ont à manger, s'ils vont bien. Il y a des gens qui vivent l'instant présent plus que nous. Et même dans les bidonvilles, même dans les camps, même à Calais, chez les réfugiés, on a piqué des écadrilles, des fous rires incroyables. Donc le bonheur, c'est difficile, la vie est compliquée, mais c'est pas parce qu'on a beaucoup et qu'on est riche qu'on est plus heureux que les autres. Et c'est vraiment une leçon, ça. Et souvent, les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, sont bien plus brillants que toi. Ils disent des choses bien plus évidentes. Et c'est ça la richesse de Human. C'est que les gens te disent des choses voilà, qui te scotchent, que tu n'avais jamais entendues. C'est pourtant des gens qui n'ont pas été à l'école. Donc voilà, c'est l'intelligence de la vie. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Que si vous regardez le monde avec les yeux ouverts, bien sûr, changement climatique, tout ce qui passe, c'est inquiétant. Mais ce qui est important, c'est de faire partie de ce monde et d'agir. Et je pense que le plus important, c'est pas de se dire, bah voilà, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Mais le plus terrible, c'est de rien faire. De rien faire, c'est comme si vous faites le mal. Donc, c'est de s'engager et de faire ce qu'on peut. Et on peut tous faire quelque chose. Voilà, c'est nouveau chez moi, hein, c'est depuis que j'ai 50 ans, voilà, donc j'étais pas comme ça quand j'étais gosse, mais maintenant je m'aperçois que voilà, j'aimerais bien finir ma vie en étant le plus actif possible, voilà, et en partageant moins d'ego, c'est difficile, voilà, et donner du sens à ce qu'on fait, quoi, donner du sens, très important. Je ne veux pas être prétentieux surtout, excusez-moi. J'ai une question, je me permets. Dans votre travail, quand même, le point commun, c'est souvent extrêmement esthétique, quand même, votre approche, aussi bien photographique qu'effectivement par les images, un petit peu à la façon de Salgado, où il fait effectivement une approche très forte, très esthétisante. Est-ce que pour dénoncer et avoir la force d'un message, il faut que ça soit esthétique? Ouais, ça c'est une question qu'on me pose souvent, qu'on pose beaucoup à Salgado aussi. Vous savez, quand vous êtes photographe, vous êtes attiré par la beauté, c'est-à-dire que vous essayez de ne pas faire moche. Et donc, même si vous photographiez même une pire pollution, ben, vous essayez de la rendre belle parce que c'est inscrit à l'intérieur de vous. Et je pense que la beauté, ça amène de l'émotion. Donc, plus c'est beau, mieux ça marche, à mon avis. Voilà, bon. Une question là-bas. Ouais. Et la beauté, c'est aussi ce que vous disent les gens, quoi. La beauté, c'est aussi la parole, c'est pas uniquement visuel. Hein. Oui. Il y a un micro qui est là. Allez-y, parlez fort. D'abord, je voulais vous remercier pour le regard que vous avez au monde. C'est très illuminant. Vous avez un regard qui est des travaux qui sont assez universalistes. Je me demandais si vous aviez des projets qui sont plus locaux, en France par exemple, d'aller, je sais pas, filmer à, je prends des exemples, il y en a des 50, mais à Hénin-Beaumont ou dans des banlieues dites difficiles, pour avoir ce même regard humaniste sur... Alors, en ce moment, par exemple, comme on travaille sur les femmes, on travaille sur des femmes autour de Paris. On a depuis 2-3 mois, on a été dans les prisons françaises, donc on est très dans les camps de réfugiés, les voisins autour de nous. Donc on fait aussi des travaux locaux, mais on essaie de le mettre. Et puis en même temps, on est en train de faire un film sur la Seine, parce que j'ai mes bureaux sur la Seine, et comme je rêvais d'aller sur la Seine, donc on fait un film sur la Seine. Donc on travaille sur des travaux locaux, mais c'est pas la même chose. Et même quand je travaille, on travaille beaucoup en banlieue, on a beaucoup travaillé dans Human et beaucoup de gens de banlieue. Donc, mais voilà, on essaye d'écarter le maximum pour donner une plus grande vision. Mais c'est vrai que voilà, j'aime ces gros travaux globaux, peut-être que je suis un peu mégalo, j'aime essayer de comprendre d'une façon globale. Et voilà, il y a d'autres qui font, il y a beaucoup de gens qui font très très bien ces travaux dans les banlieues. Voilà. Mais nous, on y va, bien sûr. Hein.
Là, on va passer une semaine à Roubaix, vous voyez, donc pour parler avec des femmes du Nord. Une dernière question peut-être? Oui, bonjour, excuse-moi, j'ai le micro. Et une question, comment se déroule le processus pour trouver les personnes pour les interviews? Comment se déroule le processus pour trouver les personnes qui sont interviewées pour le 10 000 interviews? Quel est le processus? Comment se détermine le processus pour réaliser ces interviews? Comment le processus pour faire les interviews? Non, pour trouver les personnes. Ah d'accord. Alors, on travaille avec un fixeur qui, un mois avant qu'on arrive, déjà a des vidéos, et sait ce qu'on va faire et qui explique. Et donc, il cherche, on explique un petit peu ce qu'on a envie de faire. Et donc, quand on arrive dans un pays, environ 50% des interviews sont déjà calées. On sait qu'on va les faire. Ça peut être un homme politique important, des ONG, on essaie de parler des gens qui ont du charisme, des gens qui arrivent à une histoire. Et puis en même temps, vous prenez ce chauffeur de taxi est très sympa, vous parlez avec lui, tiens, on va t'interroger, la femme de ménage de l'hôtel. Donc c'est un mélange entre quelque chose de très très préparé et en même temps des choses entièrement prises au hasard avec un côté de sympathie. C'est vraiment... alors les femmes, ça va être la même chose. Mais je pense que si je prenais ici toutes les femmes qui étaient ici, on ferait un film, il n'y a pas de problème. Alors c'est des interviews qui sont extrêmement longues, qui durent 1 heure, 1 heure et demie. C'est un peu comme aller chez un psy. Hein. C'est des gens que vous ne connaissez pas. Et on commence à vous poser les questions, votre nom, voilà. Est-ce que vous êtes... qu'est-ce que c'est que la famille pour vous? Est-ce que vous pardonnez facilement? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que c'est comme musique? Tout ça, on pose ces questions-là, ça me met les gens en confiance. Les gens sont... Puis on sent qu'on les aime quand on essaye de leur passer de l'empathie. Puis les questions deviennent de plus en plus compliquées. Est-ce que vous pardonnez facilement? Et il y a des questions dures, comme vous pouvez imaginer. Quel est l'événement le plus dur qui est arrivé dans votre vie? Et qu'est-ce que vous en avez appris? On a tous vécu des moments extrêmement difficiles et qu'est-ce qu'on a appris de ça? C'est des questions les plus dures et souvent les gens, s'ils veulent parler, c'est des questions qu'on a en soi, on ne connaît pas très bien, on ne l'a jamais formulée et donc on commence à parler et souvent on pleure et on dit des choses incroyables. D'ailleurs, les 3/4 des gens, 90% des gens qui font les interviews adorent le faire. Et quand on a commencé au début, avec des gens, surtout des gens qui n'ont jamais parlé devant aucune caméra, et qui n'ont jamais parlé à personne pratiquement de ses problèmes personnels. Ils disent à tous, vas-y, c'est formidable, tu vas pouvoir partir, raconter ta vie. Et donc c'est ça qui fait aussi boule de neige et qui amène les gens souvent des histoires incroyables. Voilà. Il faut en faire énormément pour faire un film fort. Alors avant de clôturer ce talk, nous avons une petite surprise pour vous, Yann. Le succès de Human n'est plus à démontrer puisque aujourd'hui le film a rencontré plus de 4 millions de vues sur YouTube et plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc voilà, j'appelle Edouard pour vous remettre le silver button. Du coup, on espère que vous reviendrez pour qu'on vous en remette un pour Woman. Ah oui. J'espère que ça montait plus encore, Human. Et il y a le gold button pour le 1 million d'abonnés sur la chaîne. Bon, c'est bientôt. Très bientôt. Voilà. Merci encore. Merci. Je dois dire qu'on a eu une... C'est pas pour me vanter, mais je me vantais un peu quand même. Larry Page adore le projet. Voilà, donc voilà. On a été invité dans un truc incroyable. Je ne sais pas si on peut le dire, c'est pas secret. Hein. Ça s'appelle le Summer Camp. Et quand Larry Page fait un Summer Camp, vous garantis que c'est pas un petit truc. Où il y a vous connaissez tout le monde, vous connaissez tout le monde dedans. Et on avait présenté Human et il avait vraiment adoré. Et quand on a fait la première aux Nations Unies, il y a eu un petit phrase sur tous les gens qui allaient sur Google, il y a marqué Human, un film pour vous. Et ils nous ont fait toutes les chaînes qui existent. Voilà. On a été un peu déçus. Parce que je me souvenais de Home, et quand on avait fait Home, c'était pas la même époque. Il y avait quand même beaucoup moins de choses sur YouTube. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, par exemple, le musée de Houston nous fait anti-Trump, c'est vraiment rigolo. Ils vont faire une journée Human, pas plus que ça d'ailleurs. Ça va durer combien de temps à Houston? Ça va durer 1 mois, et c'est par YouTube qu'il a connu le film. Et donc, on reçoit énormément de messages par YouTube. Ça donne une image, une diffusion incroyable. Donc, merci beaucoup. Voilà.